Cher Nada, cher Éric, Mesdames, Messieurs, longtemps, la culture a été considérée comme un plus. De bon aloi, avoir étudié la littérature ou l'histoire de l'art était au mieux un luxe, au pire un éloignement des réalités du quotidien. La culture était perçue comme un ensemble de connaissances agréables à la personne qui les possédait, mais pas indispensable au bonheur du plus grand nombre. Elle était bien vue un peu pour elle-même, un peu comme une sorte de bonus. On disait d'une personne, et en plus, tu sais, il est très cultivé. Il est encore fréquent d'entendre qu'un excès de culture peut être délétère, qu'il rend la personne délicate, au point qu'il n'est plus capable de rendre coup pour coup, par exemple en politique ou dans le monde des affaires. Depuis quelques années, avec les destructions de patrimoine, avec les attentats et leurs revendications, la culture se positionne tout autrement. La voilà qui devient une composante centrale de la paix dans le monde. Rappelons-le, les destructions de patrimoine ont été menées de façon systématique sur des objets à caractère religieux ou sacrés, eux qui, par excellence, incarnent la culture. En 2001, ce furent les Bouddhas géants de Bamiyan. En Syrie, plus de 900 monuments au site archéologique ont été détruits ou endommagés. L'État islamique a réduit à néant les temples de Bel et Baal-Shamin à Palmyre, les tours funéraires et l'Arc de Triomphe. Il a pillé ou détruit les sites d'Apamé, de Mari et de Doura. En Irak, ce fut Mossoul, Nimroud ou encore Hatra. Il ne s'agissait pas de dommages collatéraux comme on en constate en temps de guerre. Ici, la destruction des patrimoines avait un propos stratégique, fissurer la société, la terroriser, détruire les objets qui font l'union des hommes et faciliter l'arrivée d'un ordre nouveau. En un mot, livrer une guerre totale par le biais de la culture. En cela, son propos était exactement le même que celui des attentats du Bataclan, de Nice ou de Saint-Étienne du Rouvray avec la mort du père Jacques Hamel. C'était un acte de guerre. Le 27 septembre dernier, la Cour pénale internationale de La Haye a rendu un jugement historique en assimilant les destructions de patrimoine à des crimes de guerre. Les faits reprochés à un citoyen du Mali, Ahmad al-Mahdi, étaient gravissimes. Entre le 30 juin et le 11 juillet 2012, 10 monuments à caractère historique avaient été détruits à Tombouctou. Il s'agissait principalement des fameux mausolées de la ville, symbole d'unité et de rassemblement de ces différentes ethnies. La responsabilité d'Al-Mahdi ne faisait l'objet d'aucun débat. Il était membre d'Ansar Din, l'un des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, chef de la Hizba, la brigade islamique des mœurs. Al-Mahdi avait ordonné la destruction des mausolées, il y avait participé, il avait décidé de l'ordre dans lequel les bâtiments seraient détruits, il avait rédigé un sermon consacré à leur destruction qu'il avait fait lire à la prière du vendredi précédant l'attaque. Pour finir, il avait supervisé, coordonné l'attaque elle-même. La brigade était soupçonnée d'autres crimes tels que torture, viol ou esclavage sexuel, mais ces charges n'avaient pas été retenues contre Al-Mahdi
et à quelque chose malheur et bon, son procès a été celui des destructions de patrimoine et d'elle seule. Son verdict s'est donc focalisé sans ambiguïté sur ce crime. La Cour a condamné Ahmad al-Mahdi pour sa seule responsabilité dans la destruction des monuments de Tombouctou. Ce jugement confère ainsi aux biens culturels un statut nouveau. Leur destruction est désormais un crime de guerre. Reste la question de fond. Pour éviter les destructions de patrimoine, il ne suffit pas de les qualifier de crimes de guerre. Il convient d'établir, je crois, ce que l'on pourrait appeler un dialogue fondamental. Et ce dialogue fondamental est celui des cultures. En particulier, nous le savons, entre Orient et Occident. Il n'a jamais été facile. L'Orient est multiple et cela rend très complexe la tâche de qui veut le comprendre, selon une grille surtout, exclusivement cartésienne. Dans la riche, très riche histoire des incompréhensions entre Orient et Occident, l'Occident n'a pas les mains tout à fait blanches. Il y a 100 ans, avec les accords Sykes-Picot, l'Occident découpait l'Orient comme des chasseurs se partagent la bête. La déclaration Balfour, elle, date de 1917. La Grande-Bretagne y donne sa clé d'un conflit à venir. Cette déclaration précédait de 3 années le début du mandat britannique en Palestine. La Grande-Bretagne n'était alors ni propriétaire, ni même locataire, mais elle s'arrogeait le pouvoir de décider du destin de peuples qu'elle considérait sans doute comme lui étant a priori redevable du fait qu'elle prenne la peine de s'occuper d'eux. Car 3 ans plus tard, le mandat de la Société des Nations stipulait que la mission des États mandataires, terme à l'évidence plus élégant que celui d'État colonial, était de mener les peuples soumis, je cite, « jusqu'à leur majorité ». Fin de citation. La mission confiée à la France et à l'Angleterre, telle qu'elle ressortait de l'article 22 du Pacte des Nations Unies, de la Société des Nations, explicitait que ces peuples n'étant pas capables, je cite, de se diriger eux-mêmes dans les conditions extrêmement difficiles du monde moderne, fin de citation, il était convenu de, je cite, confier la tutelle de ces peuples aux nations qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et consentent à l'accepter. Ces 3 derniers mots ont toute leur saveur et consentent, sans doute par leur infinie bonté, à accepter d'être des colonisateurs. Il convenait donc au colonisé de remercier son occupant qui a accepté par bonté d'âme de le dépouiller de sa terre et de ses richesses. De cette violence, de cette arrogance, la cause est bien sûr une inculture crasse. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Une région immense, berceau de plusieurs civilisations, mise à feu et à sang, civilisation créée par des peuples qui n'ont, à l'évidence, pas encore atteint leur majorité. La leçon a-t-elle été retenue? À chacun de juger. Je voudrais partager ici 2 réflexions.
Voici la première. Lorsqu'il s'agit de dialogue culturel, c'est-à-dire de dialogue fondamental, il n'est pas réaliste d'espérer comprendre une culture étrangère, d'entamer avec elle un dialogue sérieux, constructif, si l'on n'a pas en soi un fond culturel, une base, une sorte de terre d'accueil fait de la culture de son pays propre, de sa langue, de sa région. C'est cette culture qui permettra d'apprécier celle de l'autre et de comprendre l'autre. Lorsqu'un peintre, non pas un grand artiste, mais un simple peintre en bâtiment, veut peindre un mur, s'il veut rendre un travail de qualité, il doit au préalable déposer sur le mur ce que l'on appelle une couche d'accrochage. À défaut, sa peinture ne prendra pas. Il en va de même pour la culture. Si l'on veut prendre en compte celle d'autrui, en apprécier la portée, en deviner les mécanismes sous-jacents, il faut commencer par en avoir une soi-même. Mon autre réflexion tient à l'accès à la culture. Cet accès ne procède pas d'un mouvement naturel. Il faut l'accepter. La culture, c'est du long terme. Dans un monde où le divertissement est proposé en abondance et son dividende de jouissance instantanée, se préoccuper de culture ne va pas de soi. Le plaisir est susceptible d'enclencher vers lui un mouvement spontané, pas la culture. Celle-ci s'acquiert de haute lutte selon un processus contraignant. L'associer au plaisir n'est pas faux, bien sûr, mais c'est aller un peu vite en besogne, un peu comme associer une voiture à sa destination. Entre les deux, il y a un travail qui reste à accomplir. Favoriser la culture implique donc une contrainte. Il y a là une responsabilité politique de premier plan. Il revient à chaque État de fixer ses choix budgétaires, ses investissements en matière d'éducation, son soutien à l'expression culturelle à l'aune de cette situation nouvelle. La culture n'est plus du tout un luxe. Le luxe, désormais, c'est de se passer de culture. À la lumière de ce qui précède, une constatation s'impose. Le rôle de l'UNESCO, son soutien à la culture, et très souvent à la culture locale, à la couche d'accrochage précisément, son action dans l'étude du patrimoine, dans sa préservation et désormais dans sa reconstruction. Sa place sur la planète en matière de promotion culturelle sont d'une importance plus centrale qu'ils ne l'ont jamais été. Je ne souhaite pas ici énumérer tout ce que l'UNESCO réalise dans le monde, ce serait trop long et un brin self-serving, comme on dit, s'agissant d'une institution à laquelle je suis très fier d'appartenir. Mais je souhaite ceci. Dans la période difficile que traverse le monde, avec la multiplication de conflits où se retrouvent Orient et Occident, ici comme alliés, ailleurs comme belligérants, avec la montée des populismes et dans la situation très difficile aussi à laquelle notre propre institution est confrontée, il est l'heure de la soutenir sans réserve. Comment? Par des actes. Quel meilleur exemple que notre réunion de ce jour?
Je vous remercie.